Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur le cancer du rein et l'insuffisance rénale chronique. Maintenant, j'aimerais vous présenter Lydia Lauder, directrice nationale des programmes et des politiques publiques à la Fondation du rein. Bonjour et merci, bon après-midi à tout le monde et merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour le webinaire Cancer du rein et maladie rénale chronique. Avant de commencer, nous aimerions reconnaître la terre autochtone sur laquelle nous nous trouvons. Inspiré des 94 appels à l'action recommandés par la Commission Vérité et Réconciliation du Canada, la reconnaissance des terres est une première étape nécessaire pour honorer les premiers occupants d'un lieu. Elles aident également les Canadiens à reconnaître et respecter les croyances de parenté inhérentes aux peuples autochtones en ce qui concerne la terre, et d'autant plus que ces croyances ont été restreintes pendant si longtemps. Je tiens à souligner que je suis située à Toronto, qui est le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les suivantes: les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, les Haudenosaunee et le peuple Wendat. Découverte par le traité 13, signé avec les Mississauga de Crédit et abrite toujours de nombreux peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Sachant que nous travaillons et vivons tous dans des endroits différents et qu'il est possible que vous vous joigniez à nous depuis un autre territoire autochtone traditionnel, j'encourage chacun à prendre un moment pour y réfléchir et le reconnaître. Si vous connaissez le territoire dans lequel vous vous trouvez, je vous invite à le reconnaître dans le volet discussion. La Fondation du rein tient à remercier ses commanditaires pour cette série de webinaires 2022, GlaxoSmithKline Canada, Horizon, Janssen, Otsuka, Paladin et Takeda. Leur soutien continu nous permet de réunir de nombreuses personnes, comme aujourd'hui, pour avoir des conversations plus larges, plus audacieuses et plus courageuses. L'objectif d'aujourd'hui est de vous fournir des informations pour vous aider à comprendre que vous n'êtes pas seul et, en fin de compte, vous aider à vous sentir plus autonome. De nos jours, nous semblons tous être touchés par le cancer, que nous en fassions l'expérience personnellement ou que nos proches en soient atteints. Le cancer du rein n'est peut-être pas un type de cancer courant, ni même un type de maladie très connu, mais il touche néanmoins de nombreux Canadiens. Comme pour les autres types de maladies rénales, les symptômes du cancer du rein sont généralement silencieux, ce qui rend difficile la détection initiale de la maladie. Ce webinaire fournira des informations cruciales sur la manière de soutenir les personnes atteintes d'un cancer du rein et sur les moyens de prévenir cette maladie à l'avenir. Notre partenaire patient, qui a une expérience vécue, parlera de son parcours et de ses difficultés, et nos experts médicaux partageront des informations sur les nouvelles méthodes d'identification et de traitement du cancer du rein. Les informations partagées dans le webinaire d'aujourd'hui sont à jour en date d'aujourd'hui, 29 novembre 2022. Le matériel partagé dans cette présentation ne constitue pas un avis médical. Vous devez parler à votre médecin et à votre équipe soignante de votre situation personnelle. Cette information est destinée à un public canadien. Maintenant, nous sommes ravis de vous présenter nos intervenants. Merci à tous d'avoir pris le temps de partager ces informations importantes aujourd'hui. Dr. Tanguay est actuellement professeur et président de la division d'urologie de l'Université McGill et titulaire de la chaire M. Eliali de Azrieli en sciences urologiques. Il a effectué sa résidence à l'Université McGill et un fellowship en oncologie urologique au MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas. Ses recherches portent sur le développement de la médecine de précision dans le cancer du rein et dans le but de découvrir de nouvelles stratégies de détection de la récurrence du cancer et de développer de nouvelles cibles thérapeutiques. Il est président du Conseil consultatif médical du cancer du rein Canada. Le docteur Yasser a entrepris ses études doctorales et postdoctorales au Centre allemand de recherche sur le cancer des KFZ. En 2012, elle a rejoint le département de génétique humaine de McGill et a été nommée chef de groupe du programme de génomique du cancer au Centre de génomique de McGill. Au cours de la dernière décennie, il a développé un programme de recherche transdisciplinaire visant à identifier, caractériser et cibler les moteurs de la progression du carcinome rénal pour améliorer la survie des patients et les résultats de la maladie. Et dernièrement, mais non la moindre, Jackie Platt. L'histoire de Jackie a commencé à l'âge de 10 mois lorsqu'on lui a diagnostiqué une tumeur de Wilm bilatérale, une forme de cancer du rein chez l'enfant. La tumeur et une partie de ses reins ont été retirées lors d'une opération chirurgicale suivie d'une chimiothérapie. Jackie a survécu avec seulement 2/3 d'un rein jusqu'à ce qu'on lui ait diagnostiqué une insuffisance rénale à l'âge adulte. Aujourd'hui, elle a besoin de traitement de dialyse pour rester en vie.
Jackie est bénévole à la Fondation Durand qui s'efforce de collecter des fonds essentiels pour la recherche et les programmes de soutien aux personnes qui vivent au quotidien avec l'insuffisance rénale. Son engagement lui donne de l'espoir. Alors, Jackie, je t'invite à partager ton histoire. Mon histoire commence lorsque j'avais tout juste 6 mois. J'étais un bébé très colérique avec un cancer inconnu qui se développait en moi. Au fil des mois, j'ai développé un abdomen extrêmement gonflé. Mes parents m'ont amené chez le médecin et après de nombreux tests et de nombreux médecins, on m'a diagnostiqué une tumeur de Wyme bilatérale, un cancer du rein chez les enfants. Mon cas était légèrement anormal car ce cancer n'apparaît généralement que chez des enfants âgés de 3 à 5 ans. On a commencé des traitements de chimiothérapie et on m'a opéré. Ils ont fait une grande incision dans ma poitrine et mon abdomen, m'ont ouvert et ont retiré la tumeur. Elle remplissait un seau à glace en entier et pesait presque 1,5 kg. Ils ont retiré un de mes reins et un tiers de l'autre. Je suis heureuse de vous dire que j'ai survécu. Toute ma vie, je l'ai vécu avec 2 tiers d'un rein. Je ne connais pas de différence. La tumeur de Wyme est un type de cancer du rein fréquemment diagnostiqué chez les enfants. Bien que j'ai survécu, je dois encore faire face aux répercussions et aux effets du cancer et de l'insuffisance rénale dans ma vie quotidienne. Aujourd'hui, à l'âge de 36 ans, j'ai besoin de dialyse pour vivre, et ce depuis 4 ans. On m'a d'abord diagnostiqué une insuffisance rénale en 2013 avec seulement 50 de fonction. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour quelqu'un qui n'a qu'une partie d'un rein. Alors, j'ai commencé à me rendre à Winnipeg pour divers rendez-vous et suivis avec un néphrologue. Et finalement, c'était inévitable. En 2018, j'ai commencé la dialyse. La dialyse consiste à avoir besoin d'une machine pour nettoyer votre sang 3 fois par semaine, 4 heures à la fois. Semaine après semaine, je suis là. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait une tempête de neige, je n'ai pas le choix. Vous vous dites peut-être que cela me permet de rester en vie, qu'est-ce qu'il y a de si mal à cela? Non, mais je peux vous dire que ce n'est pas une façon très amusante de vivre. La dialyse est une science exacte en soi. La fonction principale de nos reins est de filtrer tous les déchets de notre corps qui se sont ensuite transférés dans la vessie ou ils sont évacués par l'urine. Mais mon corps ne le fait plus, ça. C'est pourquoi je suis sous dialyse. La dialyse élimine également l'excès de liquide pour moi. Et pour faciliter la dialyse, on ne nous autorise à boire qu'1 litre par jour, soit 1000 millilitres ou 2 tasses de 500 millilitres en 24 heures. C'est l'une de mes plus grandes difficultés, c'est-à-dire maintenir à une consommation stricte de liquide. Il est également important de manger sainement, par exemple en limitant la consommation de sel, manger d'aliments trop riches en potassium et en phosphate. Ce sont des minéraux que le rein ne peut plus filtrer. Certains pourraient dire que j'ai un régime extrême et exagéré. Ma raison, moi, c'est que je veux vivre. Je veux mon nouveau rein, je veux un nouveau départ dans la vie. Le fait d'être dialysé et de m'impliquer dans la Fondation du rein m'a apporté un soutien formidable en dehors de mes amis et de ma famille et m'a permis d'entrer en contact avec une communauté et d'autres personnes comme moi. Grâce aux dons, la Fondation peut m'aider en m'offrant des cartes cadeaux pour des produits essentiels comme l'essence et l'épicerie. Cela permet d'alléger un peu la pression financière qu'entraîne le fait de vivre avec une maladie chronique. En tant que bénévole, j'apporte mon soutien à la marche du rein chaque année en l'organisant avec d'autres et en travaillant dur pour collecter des fonds essentiels. Ces fonds rendent possible la recherche et les programmes de soutien pour les personnes qui, comme moi, vivent au quotidien avec la réalité de l'insuffisance rénale. Ils donnent également de l'espoir. Chaque étude de recherche, chaque nouveau traitement, chaque groupe de soutien annonce un avenir meilleur pour les personnes atteintes de maladies rénales, de cancer du rein et d'insuffisance rénale. Nous travaillons à l'élaboration de meilleures options en matière de soins de santé, d'informations les plus fiables et d'une communauté plus forte qui puisse aider les personnes atteintes de maladies rénales à s'épanouir. Merci beaucoup, Jackie. Maintenant, je vais inviter le Dr Tanguay à nous faire sa présentation. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de participer à ce webinaire avec la Fondation Durand. Vous avez probablement vu ma bio. J'ai étudié au Texas dans les années 90 et à ce moment-là, j'ai même reçu l'aide d'une subvention de la Fondation Durand.
Ce qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui, c'est de faire un survol rapide du cancer du rein et comment on le traite à des stades I'll be happy. avancés. C'est difficile à cause des contraintes de temps, mais si vous avez des questions, je serai prêt à y répondre pendant la période de questions. If you look here, Donc, si vous regardez ici, ce que représente le cancer du rein en termes de fréquence, qu'on retrouve davantage chez les hommes, qui représente 4,4 des cancers chez les hommes et 2,3 chez les femmes. Malheureusement, c'est en haut de la liste des cancers que nous retrouvons chez les hommes et la fréquence est un peu moindre chez les femmes. Bon, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même bain, donc c'est pour ça que je dois vous dire que les cancers que nous traitons ne sont pas tous les mêmes. On a entendu Jackie parler du cancer de Wyme qu'on voit davantage chez les enfants que chez les adultes, mais on voit ici qu'il y a différents types de cancers que nous traitons chez les adultes. Celui qui est le plus fréquent, le cancer traditionnel, est le carcinome cellulaire. Mais les cancers viennent de différentes parties du rein. La cible de traitement sera différente selon le cancer et c'est une information que nous devons obtenir lorsque nous portons un diagnostic de quelqu'un souffrant de cancer du rein. Le cancer du rein représente au Canada près de 8 000 nouveaux cas par année. Ce qui est intéressant, c'est que la fréquence ou le nombre de patients touchés par cette maladie augmente chaque année depuis les derniers 20 ans. Donc, ce n'est pas un cancer où nous avons une progression stabilisée. Chaque année, il y a de plus en plus de patients. Nous regardons la fréquence de ce cancer, on le retrouve davantage chez les gens de 60-70 ans, mais de nos jours, on le voit dans tous les groupes d'âge. Il y a des gens qui nous sont envoyés à l'âge de 20 ans et qui souffrent de cancer du rein, tout comme ce que l'on retrouve chez les gens plus âgés. C'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, comme je le disais. Et nous voyons ici que à l'heure du diagnostic, la progression de la maladie est différente. Nous voyons que plusieurs de ces cancers sont maintenant diagnostiqués plus tôt qu'auparavant. Il y a 20 ans, un patient, ou du moins 2 tiers des patients étaient au stade de métastatique lorsqu'on trouvait le cancer. Ce n'est plus le cas. Au Canada, nous avons un registre qui nous permet de suivre nos cancers de patients souffrant de cancer du rein et nous voyons que maintenant, nous avons entre 15 et 20 des patients qui souffrent de cancer métastatique. Maintenant, comment est-ce que ça se présente? Je vous dirais qu'aujourd'hui, la présentation de nos jours, c'est ce qu'on appelle une découverte fortuite. Les gens vont voir le médecin pour autre chose. Ils ont des douleurs à l'abdomen. Ils pensent qu'ils ont des calculs rénaux, des calculs biliaires. Mais ça représente environ 60 des patients qui viennent nous voir. Mais ce qui est bien, c'est qu'on trouve les cancers maintenant beaucoup plus tôt qu'auparavant. Et bien sûr, plus tôt on diagnostique le cancer du rein, mieux on est en mesure de guérir la maladie. Maintenant, pour ceux qui ont des symptômes, la plupart du temps, il s'agit de sang dans l'urine. Vous voyez, souvent on parle de cancer de la vessie. On voit tout est jaune sauf ce qui est rouge. Il s'agit du sang dans l'urine. Eh bien, c'est la même chose pour le cancer du rein. C'est la façon la plus fréquente de voir le symptôme. Il y en a qui ont des douleurs, un inconfort, perte de poids, faiblesse, anémie. Alors, ce sont des symptômes non précis, non spécifiques, mais qui nous mènent à ce diagnostic de cancer parfois. Si on pense qu'il peut y avoir un cancer du rein aussi, on le voit à l'échographie. Nous faisons des tomodensitométrie, de l'imagerie pour identifier, pour voir s'il y a vraiment une masse et on fait des évaluations en laboratoire, des tests sanguins. Mais pour le cancer du rein, il n'y a pas encore un test sanguin qui nous permet de déterminer avec certitude si quelqu'un est atteint d'un cancer rénal. Alors, cette
quelque chose qui affectera les paramètres sanguins, mais le sang lui-même n'est pas une bonne mesure de diagnostic pour le cancer du rein. Puis, nous faisons ce qu'on appelle la détermination du stade. Alors, on regarde la taille de la tumeur, est-ce qu'elle s'est répandue à d'autres organes? Et souvent, on parle de stade 1, 2, 3 ou 4. Une autre façon de le faire, c'est avec les stades TNM, T pour tumeur, N pour ganglion lymphatique et M pour métastase. Et en utilisant ce système, le médecin comprend également l'ampleur de la maladie. En fonction de cela, nous déterminerons le traitement. Il y a deux types de stades, ce qu'on appelle le stade clinique et le stade pathologique. La distinction est importante parce que le stade clinique, c'est la présentation. Vous regardez la radio, ça, c'est le stade clinique. Si on vous enlève le rein, si on fait des biopsies et qu'on analyse ça au microscope, c'est ce qu'on appelle le stade pathologique. Le stade pathologique, bien sûr, est plus précis parce qu'on a la chance de regarder plus en détail la maladie elle-même. La deuxième information que nous obtenons, c'est le grade. Donc, on a le stade pour l'ampleur et le grade parle d'agressivité. Donc, ça va de 1 à 4, c'est donc le niveau d'agressivité. Quand vous allez parler à votre médecin, quand vous venez de recevoir le diagnostic, il va vous parler du stade et du grade. Et ce sont deux informations importantes que vous devriez toujours avoir lorsque vous quittez le bureau de votre oncologue ou de votre urologue. La présentation, on voit ici en bleu ce qu'on appelle le stade 1, maladie localisée. On voit que ça représente 60-70% de nos patients qui ont une maladie localisée. Comme je vous l'ai dit auparavant, c'est souvent parce qu'on l'a trouvé par hasard en cherchant pour autre chose. Bon, souvent, nous sommes en mesure de confirmer le diagnostic d'un cancer par biopsie. Est-ce que c'est vrai pour le cancer du rein? Oui et non. On ne fait pas toujours une biopsie parce que si vous avez une masse solide au rein, les chances que ce soit un cancer sont très élevées. Et selon votre âge, nous allons parfois décider de faire une biopsie pour confirmer ce à quoi nous faisons face et parfois non. Bien sûr, si vous avez un cancer du rein qui semble s'être répandu à d'autres organes, nous allons toujours faire une biopsie d'abord pour confirmer la maladie et deuxièmement pour déterminer quel est le type de cancer du rein que vous avez parce que le traitement est très différent d'un cancer à l'autre. Lorsque nous avons besoin de faire une biopsie, on le fait généralement par le radiologue qui, avec une aiguille, prendra un échantillon de la tumeur du rein et ensuite l'analysera au microscope pour déterminer le type de cancer. Bon, parlons maintenant pour ceux qui ont un cancer localisé. Bon, il y a différentes options de traitement qui sont disponibles. Le premier, ça a l'air étrange, mais c'est l'observation. Pourquoi observons-nous? Nous savons que les cancers du rein, lorsqu'ils sont détectés rapidement, bon, parfois ils vont venir nous voir avec une tumeur d'1 centimètre, mais nous savons que la croissance sera très rapide, il y aura très peu de risque de se répandre ailleurs et souvent les tissus sont sains et nous sommes capables d'éviter le traitement ou de retarder le traitement chez beaucoup de patients. Alors, si on a une masse de 2 cm au moins, l'observation, c'est ce que nous suggérons aux patients. Alors, il ne faut pas s'en inquiéter. Une chose que nous faisons également lorsque nous choisissons l'observation, nous allons faire une biopsie pour confirmer le diagnostic et deux, pour s'assurer que vous n'ayez pas un variant particulier d'un cancer plus agressif. Nous avons entendu dire que lorsqu'on perd une partie, Jackie en a parlé, que quand on perd une partie de son rein, on peut se retrouver plus tard en dialyse. Donc, on fait bien attention, on essaie de préserver la plus grosse partie du rein possible. Donc, il est possible qu'on fasse une néphrectomie partielle en n'enlevant qu'une seule partie du rein, une toute petite partie du rein, pour maintenir la fonction rénale, mais tout en enlevant la tumeur. C'est très important. Nous savons que si on choisit bien les patients, qu'on enlève le rein au complet ou simplement une partie du rein,
guérison du cancer sera la même. Donc, lorsque c'est possible, nous essayons toujours de garder le rein le plus intact possible. On peut le faire avec une chirurgie conventionnelle ouverte. On peut le faire en laparoscopie où on a de petits trous et le chirurgien va fonctionner avec une caméra pour localiser ou éviter sa chirurgie. Et là, maintenant, on est capable de le faire avec une chirurgie assistée par robot. C'est un type de laparoscopie où c'est un robot qui tient les instruments et le chirurgien manipule le robot. Et cela offre plusieurs avantages. Donc, beaucoup de centres au Canada offrent maintenant la chirurgie robotisée. Puis, si la masse est petite, nous pouvons également faire l'ablation, c'est-à-dire la détruire avec l'ablation thermale. On peut soit chauffer ou geler la masse. Lorsqu'elle a moins de 3 cm et de façon plus optimale, moins de 2 cm, c'est ce qu'on fait. Ici, on voit ce qu'on appelle une ablation par radiofréquence. On fait un trou, on va atteindre la tumeur, on déploie ce parapluie, si vous voulez, à l'intérieur de la tumeur et on fait passer un courant électrique qui va chauffer la tumeur et la détruire grâce à la chaleur. L'autre option qui est très souvent utilisée, c'est ce qu'on appelle la cryothérapie. C'est complètement le contraire. On détruit la tumeur en la congelant. On crée une balle de glace qui englobe toute la tumeur et en gelant cette tumeur, les cellules sont détruites et le cancer aussi. Donc, il y a des avantages et des désavantages à tout ce que nous avons, mais nous pouvons voir toujours ce qui est le mieux pour le patient. Pour les tumeurs plus grosses, on fait ce qu'on appelle une néphrectomie radicale. Dans ce cas-là, on enlève tout le rein. C'est souvent utilisé pour ceux qui ont des tumeurs plus grosses, des tumeurs qui ne peuvent pas nous permettre de conserver une partie du rein. Alors, à ce moment-là, on enlève tout le rein. Et nous nous assurons toujours, cependant, que l'autre rein est capable d'assurer la fonction rénale à long terme. Mais c'est quelque chose pour les tumeurs plus importantes. On peut voir ici que le cancer du rein est un cancer qui a des caractéristiques particulières où la tumeur peut se rendre à l'intérieur de la veine principale que nous avons dans le corps et parfois, il faut faire davantage de chirurgie pour être capable d'éliminer la tumeur complètement. Quelles sont les chances de récidive? Bien, on revient à ce qu'on a discuté auparavant, le stade, le grade, le type de cancer, sa taille, les symptômes qu'avait le patient et malheureusement, le sexe du patient. Nous savons que les hommes souffrant de cancer du rein ne s'en tirent pas aussi bien que les femmes, malheureusement, et on doit prendre tout cela en compte et quand on décide d'enlever le tumeur par chirurgie ou par ablation, nous avons une stratégie pour faire le suivi du patient grâce à des échographies et des tomodensitométries. Bon, malheureusement, le cancer du rein n'est pas toujours localisé, il peut se répandre, comme on l'a vu. Alors, voici les régions du corps où il peut se répandre. C'est presque partout, mais généralement, ça se répand aux poumons, aux os, aux ganglions lymphatiques. Ce sont malheureusement les plus fréquemment atteints lorsqu'il y a une distribution du cancer, une propagation du cancer. Généralement, on travaille avec un traitement médical. En cancer du rein, on n'utilise pas la chimiothérapie parce que ça n'a jamais été très bénéfique, donc c'est une stratégie qu'on ne fait pas. Mais comme le mélanome cutané, le cancer du rein est l'un des cancers qui répond bien à ce qu'on appelle l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est un traitement où on donne un coup de main au système immunitaire pour qu'il détruise les cellules cancéreuses. Dans le passé, on a utilisé l'interféron et l'interleukine 2. Maintenant, nous avons des traitements encore meilleurs. Maintenant, nous avons également des thérapies ciblées. Ce sont des molécules que nous pouvons donner aux patients qui vont
empêcher les vaisseaux sanguins de se répandre dans la tumeur et vont faire rapetisser la tumeur. Il y a des médicaments qui sont sur le marché et qui ont un impact incroyable sur nos patients et qui remplacent les anciennes formules d'immunothérapie que nous utilisions. Jusqu'à dernièrement, l'immunothérapie est revenue dans plusieurs traitements de plusieurs cancers. Il y a 2 chercheurs qui, grâce à leur recherche, ont trouvé 2 molécules qui aident à activer le système immunitaire. Ils ont gagné des prix Nobel il y a quelques années. Mais cela, que ce soit utilisé seul ou en combinaison avec une thérapie ciblée, a révolutionné le traitement du cancer du rein et est revenu en force pour aider les patients, en fait, permettre un meilleur traitement des patients. Lorsque nous décidons du traitement utilisé, il y a des facteurs que nous utilisons pour déterminer le risque de récidive ou en fait la réponse à nos traitements qui nous permet de déterminer si le cancer est agressif ou non. Et si ça, c'est l'une des stratégies qu'on utilise, qui a été développée par un chercheur canadien à Calgary, qui est maintenant utilisée partout à travers le monde. Donc, pour terminer, je vous dirais que dans le cancer rénal, il y a eu beaucoup d'améliorations à tous les niveaux. Je crois que nous avons appris à réduire la morbidité, c'est-à-dire les effets négatifs des traitements chirurgicaux. Avec différentes techniques. Il y a également eu plusieurs améliorations dans le traitement des maladies plus avancées ou des maladies qui ont métastasé. Mais comme vous le savez, il y a toujours place à amélioration et c'est la raison pour laquelle la Fondation du rein est là pour appuyer la recherche en cancer du rein et améliorer les résultats de nos traitements et la qualité de vie que nous pouvons offrir à nos patients. Donc, je vais m'arrêter ici et je vais passer la parole au docteur Reza Lossini pour nous parler de la recherche. Donc, merci infiniment et les organisateurs de la Fondation de m'avoir invité à cette présentation. C'est un honneur d'être ici et de partager des résultats de recherche auxquels les gens s'intéressent, à savoir ce que l'on fait. Je suis à l'Université McGill avec le docteur Tanguay également, qui pratique au côté clinique. Et mon laboratoire de McGill, c'est là où c'est situé. Et on a démarré un programme de recherche dans l'objectif de développer de nouvelles méthodes en utilisant l'information génomique qui pourra servir à des applications cliniques plus précisément dans le but de prognostic en prévoyant les résultats et des réactions aux thérapies. Pour la présentation d'aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire qui est au sujet du flux de recherche qui s'est fait et qui a commencé en 2012. Depuis hier, ça a été publié dans un journal qui s'appelle La recherche sur le cancer clinique. Le but étant d'identifier les biomarqueurs génétiques qui peuvent être utilisés pour l'évaluation de risque pour les patients après leur chirurgie curative. Donc, ces recherches ont été soutenues par la Fondation du rein du Canada dans les 2 dernières années. Et pour démarrer ma présentation, j'aimerais vous montrer des diapos d'antécédents, comme le docteur Tanguay l'a dit, les patients qui arrivent à la clinique avec le cancer du rein ont soit une maladie localisée, c'est-à-dire que les tumeurs sont au stade 1 à 3, ou ils ont des maladies qui sont déjà métastasées. Et je vais me concentrer sur les patients qui ont des maladies localisées parce que c'est là où on concentre notre recherche. D'habitude, ils ont eu de la chirurgie où on enlève la tumeur ou autre type de traitement, comme le docteur Tanguay l'a mentionné, et puis on les envoie à la maison. Mais de 30 à 40 de ces patients-là ont des rechutes et des métastases dans les années suivantes. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de biomarqueurs pour identifier ces patients
et essayer de les identifier basés sur leur risque de rechute. Le but ici était de voir si on pouvait utiliser de l'information au niveau des gènes et des anomalies que l'on trouve dans les gènes et les utiliser pour élaborer des méthodes qui puissent aider les cliniciens à identifier ces patients qui ont des tumeurs plus agressives. À l'heure actuelle, comme le docteur Tanguay a expliqué, l'évaluation du risque ou le pronostic sont faits principalement en regardant les tumeurs avec les variations cliniques, avec des évaluations pathologiques, à savoir, ce sont des examens microscopiques par des pathologistes formés et comme vous avez entendu, il y a différents types de cancers du rein. Donc, on va se centrer sur les plus fréquents et les plus agressifs. Ce sont des sous-types, sinon. Et donc, si on regarde la morphologie de ça au microscope, et on prévoit ce qui va s'en suivre. Et ces méthodes ont beaucoup aidé à identifier les patients avec des maladies agressives, mais il y a encore des patients dont les tumeurs ont l'air semblables sous le microscope, mais ont des résultats différents. Par exemple, ils ont des rechutes ou des métastases, parfois oui, parfois non. Et donc, l'hypothèse était que ces tumeurs ont peut-être des différences biologiques qui ne peuvent pas être captées par examen microscopique et ils nécessitent avec plus de résolution, un examen avec plus de résolution, donc sous-microscopique. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé à regarder l'information génomique des tumeurs. Un diapo d'antécédents pour la génomique, pour ceux d'entre vous qui ne vous connaissez pas trop dans le domaine. Donc, au sein d'une cellule, on a le nucléus au centre avec du matériel génétique qui est entreposé avec des chromosomes. Et ces chromosomes sont faits de molécules qui s'appellent ADN. Et ces molécules ADN contiennent les gènes qui siègent dans une cellule normale. Ces gènes-là ont des codes qui sont utilisés par les cellules pour introduire des protéines et ces protéines-là fonctionnent dans les cellules pour traiter des activités normales des cellules. Mais lorsque le gène est endommagé en raison d'une mutation, le gène devient muté et le résultat peut produire une protéine anormale ou peut-être pas de protéine du tout. Donc, le fonctionnement de la cellule sera endommagé et la fonction ne sera pas normale. Dans le cancer du rein, on voit ces mutations génétiques très fréquemment et on y fait l'hypothèse qu'on peut peut-être regarder ces mutations génétiques, les identifier et voir si elles peuvent nous révéler la présence d'autres tumeurs qui pourraient être agressives. Ça, c'est une étude dans laquelle j'étais impliquée qui s'appelle KID. C'est donc la génomique du cancer du rein. Et ça a été fait sur 9 pays. Un nombre de patients y ont participé, près de 1000. Et on a commencé cette étude sur la génomique du cancer du rein parce qu'il fallait comprendre comment les mutations ressemblent, à quoi elles ressemblent dans le cancer du rein. Donc, l'étude comportait 3 phases. La première phase, on regardait les gènes humains complets, à peu près 20 000. On les a tous examinés pour identifier les gènes qui avaient des mutations et des anomalies. Et ils ont ces mutations non seulement dans une tumeur, mais dans plusieurs tumeurs chez plusieurs patients. Parce qu'on croit que si
un gène est important pour que les cellules de tumeur croient et qu'elle soit agressive, et elle doit se trouver en plusieurs patients. Donc, dans la deuxième phase de l'étude, on se centre sur 42 gènes qui ont montré ce modèle qui est important potentiellement pour le développement, et on les a étudiés chez des patients additionnels au nombre d'à peu près 400 qui ont contribué à ces études. Et on a donc examiné ces gènes chez ces tumeurs, puis on a analysé les données. Finalement, on en a sélectionné 12 de ceux-là où on a relevé le carcinome. Et ils ont le potentiel de nous aider à identifier des biomarqueurs. Et donc, et puis, on a étudié ces 12 gènes, encore là, sur près de 500 patients. Alors maintenant, je vais vous montrer des résultats. On a regardé le statut du gène qui est muté ou pas, et le lien entre ces modèles et ces patients, les résultats de ces patients. Ça, ce sont des gens qui ont survécu sans maladie, donc sans rechute ou métastase, après avoir été traités avec la chirurgie curative. Donc, on a enlevé soit leur rein ou la tumeur. Et donc, je vous montre ici qui s'appelle sur une axe sur 5 ans, par exemple, 5 ans après la chirurgie, et sur l'axe Y, on voit le statut de la chance de développer des métastases ou le risque de développer des métastases plutôt. Donc, en utilisant l'information de ces 12 gènes, on a identifié 4 groupes de patients qui sont montrés ici par différentes couleurs. Du côté droit, on a la légende de couleur, on a la VHL plus 0, VHL plus 1, plus 2, plus 3, ou moins 3, plus ou moins 3. Et donc, sont les gènes. On sait que c'est un gène très important dans le cancer du rein. Donc, on l'identifie si le VHL est muté seul et qu'il n'y a pas d'autres mutations. Et ces patients-là s'appellent des patients VHL plus 0. S'il y a une mutation et il y a une tumeur et il y a un autre gène muté, on appelle ça VHL plus 1, et ainsi de suite. Et on a réalisé que ces groupes de patients-là montraient des risques différents de rechute de maladie. Par exemple, si on fait une ligne à l'année 3, on voit que dans le premier groupe montré sur le dessus, qui est le plus 0, et si on regarde ces groupes à l'année 3, on voit que le risque d'avoir une survie sans maladie, donc sans métastase, la chance d'avoir pas de métastase est à peu près 90 %. Donc, ce sont des patients qui vivent sans rechute de maladie ou métastase à 90 %. Mais en même temps, si on regarde à l'année 3, les patients qui sont groupés en VHL3, ils ont seulement à peu près de 55 à 60 % de chances de survivre sans maladie. Donc, ça nous montre que cette information génétique peut vraiment être très utile à identifier les patients avec les différents risques de cancer métastatique. Et donc, à ce stade-ci, à la clinique, il y a des facteurs qui sont utilisés pour cette évaluation de risque et les étapes ou les stades. Donc, on a examiné si on étudie un stade précis en regardant seulement des patients où les tumeurs sont au stade 3. Est-ce que ces classificateurs génétiques, est-ce qu'ils aident à améliorer l'évaluation de risque pour ces patients-là? Et c'est ce que j'essaie de vous montrer ici, du côté droit de la diapo. Si on tire un trait à l'année 3, on voit que tous les patients de
dont les tumeurs est au stade 3, mais la classification génétique est à BHL3, ont une risque de survie de 20 à 25 mais donc le groupe génétique de plus 0 a beaucoup plus grande chance de survie. Donc, cette recherche nous a aidés à penser, à élaborer un outil basé sur la génétique qui nous aiderait à améliorer l'évaluation de risque en clinique. Et c'est sur quoi on travaille avec le docteur Tanguay, en fait, pour examiner les applications cliniques potentielles. Si on peut faire ces tests, ces analyses de tests génétiques avec des analyses, on peut poser cette question, à savoir, est-ce qu'il y a une tumeur retirée d'un patient? Est-ce qu'elle présente cette information génétique associée à leur survie? Si oui, peut-être que le patient aurait un plus grand risque de rechute et ça peut être personnalisé, basé sur l'information, c'est donc avec des suivis fréquents et avec une introduction plus précoce de thérapie pour éviter ou gérer de façon plus précoce la possibilité de rechute. Et s'il n'y a pas d'information génétique, peut-être que le patient pourra avoir une stratégie avec moins de suivi et avoir d'espoir de bonne qualité de vie. Ça, c'est toujours au niveau de la recherche. Et ce qu'on pense qui aidera à amener cette recherche à la clinique, c'est de la rendre plus accessible et moins invasive pour les applications cliniques. Ce que l'on voit, c'est que, et encore là, c'est sur quoi on travaille, on collabore avec le docteur Tanguay pour utiliser des stratégies de biopsie liquide pour ces tests génétiques. À l'heure actuelle, ce que l'on fait, on compare les résultats de ces classifieurs génétiques et ces échantillons que l'on reçoit de patients et si leur tumeur est dans leur sang pour voir si on peut optimiser et établir ces classifieurs génétiques présents dans le sang de patients au lieu de tumeurs. Et ça nous donnerait la possibilité d'extensionner l'application de ces tests aux patients dont les tumeurs ne sont peut-être pas accessibles. Donc, j'aimerais terminer ma présentation. Je comprends qu'il y a des gens, je veux remercier les gens qui ont collaboré avec cette étude et les scientifiques qui ont contribué au projet. J'ai la liste de leurs noms et de mon labo, j'aimerais remercier Manden Arsenault et Kate Glennon qui ont participé énormément et je suis très heureux de voir que leur nom est là et du Centre génomique également l'équipe du Dr Tanguay et ses collègues à l'Université McGill qui nous ont aidés avec le côté clinique. Merci beaucoup et je serai heureux de répondre à toutes questions que vous puissiez avoir. Merci beaucoup à nos panélistes d'aujourd'hui. Il y avait des questions. Il y en a une en direct que j'aimerais présenter. Je pense que, est-ce que le cancer du rein est dans la famille? Je pourrais peut-être répondre à ça. La réponse est oui. Families that are Il y a affected by des genetic familles qui sont atteintes par des troubles génétiques et ça accroît le risque de développer le cancer du rein. Ce sont des choses rares, mais il faut être au courant. Et lorsque les familles sont atteintes par ces désordres génétiques,
On a des suivis très précis et des traitements à faire, à suivre, parce qu'il y en a qui pourront The question développer is, when d'autres do we check cancers. Dans that? notre pratique, la question est de savoir quand est-ce qu'on vérifie ça, parce que quiconque développe un cancer veut s'assurer d'avoir la famille et qu'il soit protégé, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on veut léguer à nos enfants. Et donc, au Canada, on a des lignes directrices très précises à savoir quand on doit tester pour des désordres génétiques. De façon classique, ce sont les plus jeunes de 45 à 50 ans, des patients qui ont des tumeurs dans les 2 reins ou qui ont plusieurs tumeurs ou des formes rares de cancer du rein. Donc, on envoie ça à l'équipe génétique médicale ils rencontrent un conseiller qui les rencontre, qui regarde l'historique de la famille et détermine ensemble si on devrait faire des tests génétiques ou pas. Et comparé aux années précédentes, c'est très facile maintenant à faire ces tests génétiques. Donc, on peut faire ça, puis rassurer si on ne trouve rien, mais si on trouve quelque chose, à ce moment-là, on peut aller examiner toute la famille et voir qui pourrait être atteinte par ces désordres. Merci beaucoup, Dr. Tanguay. Encore là, Dr. Tanguay, j'ai une autre question pour vous. Vous avez mentionné dans votre présentation à quelques reprises que plus d'hommes que de femmes qui semblent avoir le cancer du rein. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Pourquoi est-ce que ce serait quelque chose qui est plus chez les hommes? À date, aujourd'hui, on ne sait pas encore pourquoi. C'est probablement quelque chose qu'on élucidera dans l'avenir. On sait que le fonctionnement est un peu différent chez les hommes que de femmes, mais ça ne garantit pas une maladie moins passive chez les femmes. On sait qu'il y a des différences comme ça, oui. Mais les causes exactes n'est pas connues encore. Merci. Dr. Yasser, vous avez fourni certainement de l'espoir à beaucoup de gens avec votre recherche et on espère pouvoir identifier le cancer du rein avec ces biomarqueurs. J'ai une question. Vous avez parlé de comment on dépiste en labo. Qu'est-ce que ça prendrait pour les patients en temps réel? Ce que je pourrais voir, c'est que les résultats sont vraiment très prometteurs pour les applications cliniques. On a besoin d'avoir plus que des résultats prometteurs. On a besoin des résultats robustes, solides. Et donc, ce que l'on pense qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait s'assurer que ces résultats sont appuyés par des études peut-être indépendantes additionnelles. Et ce qu'on essaie d'élaborer du Dr. Tanguay, c'est d'extensionner ces analyses et de comprendre ce type de projet avec des initiatives pan-canadiennes, avec des collègues de Toronto, de Colombie-Britannique également, de s'assurer que plusieurs centres montrent des résultats semblables. Et on pourra espérer également du côté technologique que ça se développe davantage avec des tests laboratoires en clinique et de fournir donc de ces résultats robustes, ça ouvrira la voie. Mais en même temps, c'est très important que les cliniciens décident à quel endroit ça peut être utile, ça, car on ne va pas décider de l'utilisation de ces résultats-là. Donc, il faudrait décider et nous dire comment nous, on peut aider. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai interrompu quelqu'un? Non, ça va. On voit également que le cancer du rein est dépisté de façon plus précoce qu'auparavant, mais il n'y a pas de test précis pour le cancer du rein. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour en avoir un dans l'avenir? Je pense qu'il faut toujours espérer que la recherche nous mènera à quelque chose qui nous permettra de diagnostiquer de façon plus précoce. C'est le rêve de tout cancer. Il y a seulement quelques cancers qui ont le luxe de présenter un test sanguin. Et pour ceux qui ne l'ont pas, il y a beaucoup de controverses sur les utilisations, comment les appliquer, est-ce qu'on diagnostique trop de patients? Par exemple,
le cancer chez les urologues, est-ce qu'on a un test sanguin qui peut le dépister plus tôt? Mais c'est toujours donc, on a toujours cet espoir qu'on en arrivera, mais on sait que l'imagerie avec les rayons X et autres, on peut diagnostiquer ces masses au rein, mais et donc c'est très valable. On est très heureux d'avoir ça, mais ça n'est pas le test qu'on peut attribuer à tout le monde. Si on décidait que tout le monde devait avoir une échographie à l'âge de 50 ans, on peut imaginer le fardeau que ça puisse avoir sur notre système. Donc, si on peut diagnostiquer les choses, les cancers plus précocement, c'est sûr le rêve, certainement le rêve de tous les chercheurs, mais ça n'existe pas encore. Merci. Donc, on peut toujours quand même espérer. Donc, il y a une nouvelle question. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire et de venir parler de votre expérience. Et j'ai entendu le Dr Tanguay et le Dr Yasser parler. Du point de vue des patients, comment est-ce que ça vous fait sentir? Est-ce que ça vous donne un sens d'espoir pour vous qui êtes qui vivez avec le cancer du rein ou l'insuffisance rénale? Oui, c'est certain que oui, de voir que les médecins savent très bien ce qu'ils font. Oui, certainement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade-ci? Je vais regarder l'équipe, s'il y a quelque chose d'autre. Bon, il semble y avoir d'autres questions. J'aimerais bien remercier nos conférenciers d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous et je suis honorée d'avoir vu votre présentation de travail et vous d'avoir présenté votre historique aujourd'hui, Jackie. Et alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les partager. On partage des ressources qui seraient peut-être avantageuses. On s'engage à fournir des informations, des ressources éducatives sur les reins et les maladies rénales. On vous invite à visiter la cuisine communautaire du rein. Vous pouvez trouver des recettes, des informations, des outils qui vont vous aider à gérer votre régime rénal par intermédiaire de nos antennes régionales. Nous offrons des conseils et un soutien pour l'accès aux services du système des soins de santé. Et nous aidons les personnes à accéder à d'autres formes de soutien dans leur communauté et nous les aidons à acquérir des compétences en matière de défense de leurs intérêts. Nous vous invitons à contacter si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup d'avoir été présent à ce webinaire au nom de la Fondation canadienne du rein. Je vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui. Portez-vous bien et profitez du reste de votre journée. Au revoir.